le titre de notre présentation, la certification des compétences numériques dans les universités françaises du C2I à PIX, donc qui sont deux dispositifs français d'éducation numérique qu'on va décrire avec ma collègue Virginie Trémion. Donc on est tous les deux enseignants-chercheurs à l'Institut catholique de Paris. Je vous prie en effet de m'excuser pour ma voix et puis tout ce que je vais dire qui aura peut-être pas toujours autant de cohérence que je le voudrais parce que j'ai un peu de fièvre et voilà, mais je vais quand même essayer de faire la présentation au mieux. Je vais faire juste une petite introduction, ensuite je laisserai la parole à Virginie et puis je reprendrai ensuite la parole dans un second temps pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit par M. Gaumont. Évidemment, pour nous, c'est intéressant parce que et je pense que c'est lié aussi à ce sur quoi on travaille dans le projet Ange, c'est-à-dire que quand on travaille sur la formation numérique, il y a l'enjeu des dispositifs de formation eux-mêmes et la mise en œuvre, l'organisation de ces dispositifs de formation. Vous en avez parlé, là, pourquoi pas les doubles diplômes, le distanciel, etc. Ça, c'est une première chose. Il y a les enjeux évidemment économiques, à la fois l'économie de ces formations et puis aussi l'impact économique, parce que quand on fait des formations numériques, c'est parce qu'on considère que le pays, et je pense que c'est valable dans chacun de nos pays, on met en place ces formations numériques parce qu'on considère que c'est central pour la formation des futurs professionnels de nos pays. Et puis il y a les enjeux, je dirais, de communication qui sont propres à chaque État. Là aussi, on est sur des enjeux de gouvernance qui sont importants. On a employé le terme de gouvernance dans le descriptif de Ange, je le disais tout à l'heure, on parlait de gouvernance des établissements. L'emploi même du terme de gouvernance, il renvoie à l'idée qu'on va avoir différents niveaux d'action et de réflexion politique qui vont être, en partant du plus haut niveau, vous l'avez dit, les instances transnationales, les instances nationales, les instances régionales, les établissements scolaires eux-mêmes ou universitaires, et puis aussi, au niveau encore inférieur, les équipes de formation eux-mêmes. Et finalement, c'est dans l'interaction entre ces différents niveaux que se jouent ces questions de gouvernance éducative. Donc, pour ce qui est de la France, puisque ça va être l'objet de notre présentation, depuis les années 90, en France, on a différents dispositifs qui ont permis de faire progresser la formation aux technologies numériques en contexte éducatif. Cette généralisation, donc, qui passe par la politique du ministère de l'Enseignement l'enseignement supérieur de la recherche, merci. Et à la fois de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche, vise à bâtir, donc en tout cas pour l'enseignement supérieur, l'université numérique à travers trois axes: la rénovation et la progression des services et des infrastructures, le développement des ressources numériques et la formation des étudiants et des enseignants. Et plus spécifiquement, donc, on a un certificat informatique et Internet, C2I, pour informatique et Internet, qui a contribué au développement d'une éducation numérique de manière un peu centrale dans le système universitaire français. Et il faut signaler que ce dispositif faisait lui-même suite à un dispositif similaire qui avait été mis en place au collège et qui s'appelle le B2I, donc pour brevet informatique et Internet. Et donc on peut dire que le B2I et le C2I, ça a été les dispositifs majeurs de formation initiale au numérique en France pendant près de 20 ans, jusqu'à l'année dernière. Pour autant, ces dispositifs qui ont sans doute contribué à faire vraiment progresser les choses et à structurer la formation numérique, ils ont aussi fait l'objet de critiques assez constantes, on aura l'occasion d'y revenir, et ils ont fini par être abandonnés, puisque là, depuis un an, on est passé à un autre système, donc, qui s'appelle PIX. Et donc précisément, ce qu'on va essayer de vous décrire aujourd'hui, c'est le passage de l'un à l'autre. Pourquoi on est passé de l'un à l'autre? On verra qu'un des enjeux, c'est qu'en passant en PIX, on passe à des technologies contemporaines de plateformes, d'algorithmes, qui sont considérés comme plus en phase avec ce qu'est le numérique aujourd'hui. Et donc on va essayer de réfléchir aux enjeux de cette nouvelle approche certificative dans le domaine du numérique. Qu'est-ce qu'on voulait certifier à l'époque du C2I et qu'est-ce qu'on veut certifier aujourd'hui avec PIX,
Et on verra que, malgré tout, dans les deux cas, cette approche certificative, elle reste fondée sur le modèle français et dans une large mesure francophone d'éducation numérique qui est l'ETIS, donc Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Et on verra en même temps que PIX tente de s'accorder avec de nouvelles normes internationales et notamment avec des normes européennes et anglo-saxonnes. Donc j'en profite pour vous remercier pour l'invitation. Donc je suis Virginie Trémion, je suis didacticienne du français langue étrangère et maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Donc je vais vous présenter quelques traits donc, du dispositif C2I qui a été des technologies de l'information et de la communication. Alors ce certificat informatique comprenait deux niveaux. Un premier niveau, donc le C2I niveau 1, qui était un niveau généraliste, donc, qui concernait la licence. C'était donc un certificat qui était commun à toutes les disciplines, et à tous les étudiants donc de tout cursus. Et puis un niveau 2, alors, que je présenterai ensuite. Je vais juste donc lire l'objectif du niveau 1. Maîtrise des compétences d'usage des technologies numériques permettant à l'étudiant d'être acteur de ses apprentissages en formation initiale à l'université et tout au long de la vie dans une perspective de responsabilité, d'autonomie et d'insertion professionnelle. Alors l'idée, c'était de cibler des technologies numériques plutôt qu'informatiques pour permettre donc à l'étudiant d'être, comme je l'ai dit, acteur de ses apprentissages. Autrement dit, le C2I considérait que les technologies numériques devaient être indispensables à la pratique des études universitaires et qu'elles devaient donc être maîtrisées pour cela. Donc on trouve dans cette certification de manière indissociable la visée professionnelle et la visée citoyenne. Donc à travers les termes de responsabilité et d'autonomie. Donc on a eu deux phases de développement de ce C2I niveau 1. On a un premier référentiel qui date de 2002 avec 9 objectifs qui étaient posés donc, pour ce C2I, donc, que je vais énoncer. Donc A1, tenir compte du caractère évolutif d'éthique. A2, intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie. B1, s'approprier son environnement de travail. B2, rechercher l'information. B3, sauvegarder, sécuriser, archiver ses données en local et en réseau. B4, réaliser des documents destinés à être imprimés. B5, réaliser la présentation de ses travaux en présentiel et en ligne. B6, échanger et communiquer à distance. Et le B7, mener des projets en travail collaboratif à distance. Et puis en 2011, donc, la certification a connu une première phase, une première évolution où elle s'est transformée et on a eu 5 pôles qui ont été identifiés parce que c'était trop fastidieux et trop large en fait. Donc on a recentré le travail sur 5 domaines. Travailler dans un environnement numérique et évolutif, être responsable à l'ère du numérique, produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques, organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique et travailler en réseau, communiquer et collaborer. Donc ça, c'est pour le C2I niveau 1. Le niveau 2, maintenant, il a été donc accessible, souvent sous réserve de validation du niveau 1, et concernait les étudiants de niveau master, donc avec 4 spécialités qui correspondent à 4 grands secteurs professionnels. Donc on a un C2I 2, métier du droit, métier de la santé, métier de l'ingénieur, métier de l'environnement et aménagement durable. Donc en fait, l'objectif était au départ de décliner ce C2I 2 niveau 2 à toutes les catégories de professions, mais ça n'a pas pu être, ça n'a pas eu lieu. Finalement, ce qu'on peut dire sur ce C2I 2 niveau 2, c'est qu'il est peu connu en dehors de l'université en France. Ça reste très confidentiel et malgré une tentative de relance de ce C2I 2 dans le cadre de la formation des enseignants en 2011, puisqu'il a été rendu obligatoire
pendant 2 ans, donc de maîtriser le C2I niveau 2 pour les enseignants. Mais c'est une tentative qui a été très vite avortée, en fait, puisque 2 ans après, voilà, on s'est rendu compte de l'impossibilité d'exiger en fait cette certification pour les enseignants. Alors, difficulté d'implémenter la certification numérique, enfin ce C2I à l'université. Donc on a une étude qui a été réalisée notamment par Mel Tréluroux et Le Béret, et qui a effectué un état des lieux dans le cadre d'une enquête nationale qui a été commanditée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui ont pu identifier plusieurs limites de la formation et de la certification au C2I. Donc, parmi lesquelles le problème était donc de la part. Donc cette enquête, c'est une enquête donc, qui a été réalisée auprès des enseignants, auprès des étudiants, auprès des directeurs d'établissements aussi. La grande difficulté, la première difficulté qui a été identifiée est la méconnaissance des pratiques et du niveau de maîtrise du numérique des étudiants, puisqu'on a une formation qui, le C2I, qui prenait les étudiants indépendamment de leur niveau en fait initial, donc qui leur proposait cette formation. Une grande disparité des modalités de formation et d'évaluation. Donc en fait, la formation au C2I dans les universités a été en fait pensée de manière très variée. Pour certaines universités, on avait cette formation qui était intégrée dans le cursus, donc intégrée dans les disciplines, ou en module libre, en UE complémentaire. Donc on a une grande hétérogénéité en fait des pratiques de formation dans les universités. On a également une grande disparité des modalités d'évaluation, puisque les universités étaient chargées de valider, d'attester les compétences du C2I. Avec un référentiel qui est très large et qui a mené donc à une grande diversité de pratiques sur le terrain. Et puis qui pose aussi la question de l'interprétation des items du référentiel du C2I. Des difficultés liées aussi au manque de ressources humaines qui formaient les étudiants au C2I. Donc on n'avait pas d'enseignants spécialistes du C2I. On a eu aussi, selon les universités, soit les ingénieurs multimédia, soit les enseignants-chercheurs qui avaient un intérêt pour le numérique, ou les professeurs détachés. Une variété en fait de profils, d'enseignants, d'intervenants qui formaient au C2I, au C2I, au C2I 2E. Évolution des formations, parce que le C2I aussi impliquait une mise à jour, une veille constante donc sur les outils, sur les textes de loi, les textes juridiques, etc. Et donc c'est une formation qui exigeait aussi une veille de la formation. Le coût du processus formation-diplomation, puisque l'université était chargée à la fois de former ses étudiants et de les certifier. Donc c'était un coût aussi supplémentaire qui pesait sur l'université. Et puis aussi le fait que ce C2I niveau 2, par exemple, s'appuyait sur la constitution d'un dossier numérique de compétences. Donc on est dans une logique de portfolio, et qui exige de la part de l'enseignant un suivi très, très dense, très, très important des étudiants, et du coup aussi quelle reconnaissance de l'institution pour ce temps qui doit être accordé à chaque validation des dossiers numériques de compétences. Enfin, la dernière critique, c'est le manque de lisibilité et de visibilité pour l'entreprise de ce C2I qui reste à l'université, pour l'université, et qui n'est pas connu en dehors de l'université. C2I, alors un exemple
parce que moi, j'étais donc correspondante C2I2E, donc à l'Université catholique de Paris. Et donc, j'avais la charge de mettre en place, de piloter, de chapeauter la mise en œuvre du C2I2E pour l'Institut catholique de Paris. Donc, juste un exemple, ça représentait 350 formations à animer, donc environ pour nos étudiants de master. Donc, 350 dossiers à évaluer, 350 dossiers répartis entre 5 formateurs, C2I. Et puis aussi une multitude de réunions, de pré-jurys à piloter, à organiser, pré-jury, jury, comité d'organisation, pour pouvoir justement échanger sur ces items qui étaient attendus. Et voilà. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais juste pour vous montrer en fait, le coût pour l'université et pour les formations de cette mise en œuvre du C2I à l'université. Et donc tout le long de l'évolution de ce dispositif C2I, on est passé aussi de l'idée de culture numérique à maîtriser à celle petit à petit de compétences numériques à développer. Donc c'est vraiment la logique de compétences sur laquelle a été fondé le dispositif PIX, donc, que va vous présenter Laurent. Ce que vous comprenez, hein, c'est qu'effectivement, on avait un dispositif C2I, donc, comme Virginie l'a dit, qui avait à la fois l'avantage d'avoir une vraie ambition de systématicité à l'université, c'est-à-dire on se dit on va former tous les étudiants, et en même temps avec des limites qui étaient très très fortes et qui étaient notamment liées, on pourrait dire, à la question de la décentralisation et au fait que cette formation, elle était d'une part laissée aux universités, mais aussi placée en dehors des cursus universitaires. Et donc avec un statut qui était compliqué à gérer pour les universités. Si je reviens juste sur les 2 slides en arrière, sur ce que tu montrais là, le nouveau dispositif PIX, qui a été lancé cette année, hein, qui est mis en place depuis septembre, donc de manière très récente, il va essayer de répondre en fait à ces différentes limites. Là, on disait pour C2I, on avait une méconnaissance du niveau de maîtrise numérique des étudiants, alors que là, justement, on va se dire, on va faire une plateforme dans laquelle on va pouvoir évaluer de manière individuelle les compétences des étudiants pour leur apporter une formation qui soit adaptée. Là, on avait une disparité des modalités de formation et d'évaluation des étudiants et un manque de ressources humaines puisque c'était fait dans le cadre de chaque université. Inversement, avec PIX, on va avoir une seule plateforme qui va permettre d'unifier réellement au niveau national la formation numérique. Et puis évidemment, aussi donc, la question du coût qui va être centrale. Donc l'idée principale du passage de PIX de C2I à PIX, c'est que auparavant, on avait une formation qui était faite en présentiel dans chaque université. Et là, on passe à un système, on a une seule plateforme, donc que vous pouvez aller voir, d'ailleurs c'est pix.fr, qui est accessible librement, où tous les étudiants français vont pouvoir aller certifier leurs compétences numériques. Donc le fait de passer à cette logique de plateforme, évidemment, on a aussi, on pourrait dire, des enjeux de ludification, de gamification, si on prend le terme anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on va avoir un système non seulement de questionnaires en ligne, mais aussi de mise en expérience effectivement des compétences numériques, hein, comme tu le disais, des étudiants. Je vous donne juste un exemple très concret pour que vous puissiez imaginer un petit peu à quoi ressemble PIX. Quand les étudiants se rendent sur PIX, on va leur demander de réaliser une série d'activités. Et ces activités vont permettre d'évaluer, alors avec toutes les limites que ça peut poser, mais d'évaluer des compétences numériques. Par exemple, quand vous allez sur PIX, alors vous pouvez choisir différents domaines de compétences, mais une des premières questions qui vous est posée, c'est à Paris, où aboutit l'impasse machin. Et donc la question est juste celle-là, il n'y a pas
questionnaire à choix multiples, etc. Et on ne vous donne pas d'indice. Donc ça veut dire que si vous avez les compétences numériques, ce que vous allez faire, vous allez voir sur Google Maps ou l'équivalent, et vous allez regarder où aboutit l'impasse machin, et vous allez, d'une certaine manière, la seule manière de résoudre ça, c'est de passer par un outil numérique, quel qu'il soit. Alors ce qui est intéressant, c'est que Pix de ce point est agnostique du point de vue des outils, c'est-à-dire il ne vous dit pas il faut utiliser tel outil ou tel outil, il ne vous dit pas non plus comment il faut l'utiliser, mais il attend de vous que vous trouviez les moyens de résoudre ce problème. Alors, voilà, donc ça implique des compétences numériques, une culture numérique, mais effectivement, comme tu disais, on n'est pas sur de la formation informatique, hein, on n'est pas sur allumer votre ordinateur, aller sur le navigateur, etc. On n'est pas là. On est sur de la résolution de problèmes, avec effectivement l'autre dimension qui est la dimension de scoring, c'est-à-dire que là aussi, hein, qui vient de cette culture que vous évoquiez tout à l'heure, on parlait de e-sport, on parlait etc. Bon là, voilà, sur la plateforme Pix, à chaque fois que vous réussissez une épreuve, vous allez valider un certain nombre de points. En tout sur Pix, on peut avoir 1042 points. Et donc, voilà, en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir valider un certain nombre de points qui vont permettre d'attester du fait que vous avez cultivé ces compétences numériques. Donc, pour mettre ça en place, enfin, le fondement de Pix, je disais, ça va être à la fois un cadre de référence européen des compétences numériques, et ça va être aussi une mise à jour, je passe un petit peu vite parce que voilà, c'est un petit peu, voilà, mais ça va être aussi une mise à jour du référentiel du C2I qu'on avait vu précédemment, donc je passe un petit peu rapidement sur le référentiel DIGCOM 3, mais voilà, vous retrouvez, en fait, juste pour le dire quand même très rapidement, gérer l'information numérique, créer du contenu numérique, communiquer grâce au numérique, maîtriser son environnement numérique, résoudre des problèmes. Vous voyez que... voilà, je vais conclure là-dessus. En fait, ce que vous voyez malgré tout, c'est qu'on est sur un type de compétence qui reste assez proche de ce qu'on avait dit, de ce qu'on avait défini précédemment à l'époque du C2I. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une forme de continuité assez forte dans la manière dont l'État français définit la formation numérique depuis, voilà, une vingtaine d'années, un peu même, oui, c'est ça, puisqu'on disait la mise en œuvre du C2I, c'était 2002. On a donc une forme de continuité dans l'identification des compétences qui est assez forte, y compris d'ailleurs avec, de mon point de vue, des vrais points aveugles dans la formation numérique telle qu'on la conçoit en France. Juste si je reviens en arrière 2 secondes, pardon, je fais un peu n'importe quoi, mais si je reviens là, ce que vous voyez là, c'est que justement, on reste dans cette logique qu'en France, dans le contexte francophone, on appelle souvent TIS, c'est-à-dire technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Quand on parle d'information et de communication, ça veut dire qu'on considère que les compétences numériques, elles sont centrées autour de ça. Elles sont centrées autour de la recherche d'informations et de la communication. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça laisse aussi toute une série d'autres compétences hors champ. Et en fait, si vous voyez là, alors là, on ne rentre pas dans les 21 compétences, vous avez juste les 5 domaines, mais ce que je souligne quand même, c'est que quand vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est que, par exemple, il n'y a absolument rien sur la créativité. Il n'y a absolument rien sur les compétences artistiques. Hein, par exemple, savoir, je ne sais pas, utiliser des images, utiliser du son, etc. On va être vraiment sur l'information et la communication. En particulier, on pourrait dire qu'il y a cette obsession, pas que française, en ce moment, pour tout ce qui est les fake news, etc., décoder les informations, et qui est évidemment très très importante, mais voilà, on pourrait dire qu'il y a peut-être une surfocalisation, en tout cas dans le contexte, qui était déjà vrai à l'époque du C2I, qui finalement reste vrai dans Pix. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que avec Pix, vous avez un changement de logique, un changement de gouvernance et d'organisation
de l'éducation numérique, puisque PIX, c'est un nouveau dispositif qui avait été mis en place à l'époque du gouvernement précédent qui s'appelle Startup d'État, mais ça veut dire que c'est une start-up qui a conçu PIX, qui est financée par le ministère. Donc c'est plus les universités qui ont en charge la formation numérique, c'est une start-up. Et donc évidemment que cette start-up, elle arrive aussi dans la formation numérique avec sa propre culture. Et donc ce qu'on disait, la ludification, le scoring, etc. Mais en même temps, je ne sais pas si on a encore une dernière... Voilà, c'est ça, on retrouve les compétences. Donc on a une forme de rupture en termes de gouvernance, mais finalement, on a une continuité assez forte dans l'évolution des compétences numériques. Et donc on se retrouve aujourd'hui, et je conclue là-dessus, dans en France, et peut-être c'est vrai aussi plus largement dans le contexte francophone, dans une forme d'articulation ou de tension entre deux modèles d'éducation numérique. Le modèle, on pourrait dire à la française, l'ETIS, mais qui aujourd'hui s'hybride avec le modèle à l'anglo-saxonne, qui vient de la Silicon Valley, etc. Donc les EdTech, Educational Technologies, et qui évidemment arrive avec d'autres enjeux et une autre manière de concevoir le numérique.